Bonjour, moi aujourd'hui je vais vous parler du conteneur d'injection de dépendance et j'espère que vous ne faites pas la sieste parce que c'est un petit peu plus technique que le reste. Donc moi je me présente, je m'appelle Adrien, je suis ingénieur logiciel chez Outlook, un site de vente en ligne. Vous me connaissez probablement par le biais de la librairie 8OS dont j'ai écrit la version 2 et sinon je suis Adrien Bro partout, j'ai pas de secret. Donc, au niveau de ce qu'on va voir aujourd'hui, on va commencer avec une petite introduction sur l'injection de dépendance et sur les services dans Symfony 2, dans une application full stack. Ensuite, on va parler du container builder, qui est un élément essentiel dans la configuration du conteneur. Ensuite, on parlera plus particulièrement de la compilation. Et on finira avec des cas un peu plus pratiques et quelques astuces dans l'utilisation du conteneur. Donc, avant de parler du conteneur d'injection de dépendance, on va parler un petit peu de l'injection de dépendance. Donc, dans ce premier exemple, on a un user manager qui sera une classe qui aura de la logique business pour créer des utilisateurs, les modifier, peu importe. Et elle va avoir besoin d'une connexion à une base de données. Donc dans ce cas-là, on va utiliser PDO. Et du coup, dans cet exemple-là, on va instancier PDO dans notre constructeur et on va lui passer toutes les valeurs dont PDO a besoin, le host, le nom d'utilisateur, le mot de passe, et ainsi de suite. Et donc dans ce cas-là, on instancie notre manager. Le problème, c'est que ici, l'instance de PDO, on ne va pas pouvoir la moquer. Donc si on veut faire un test unitaire de cette classe, ça va être difficile. Ensuite, l'autre inconvénient, c'est que si on veut changer l'adresse de notre base MySQL, on va devoir changer le code de cette classe. Ensuite, on a un autre exemple. Imaginons qu'on utilise Symfony et qu'on a un service défini pour notre instance de PDO, donc DB dans ce cas-là. On peut injecter le container de dépendance, l'injection de dépendance dans notre classe, récupérer l'instance DB dans notre constructeur, et du coup, ça permet d'extraire l'instanciation de PDO en dehors de notre classe. Donc, ça, c'est un avantage. On peut maintenant moquer l'instance de PDO pour faire un test unitaire. Notre instance user manager n'a plus connaissance du mécanisme d'instanciation de PDO. Donc ça permet de limiter ses responsabilités. Mais ici, on a un autre problème, c'est que notre classe est obligée de connaître DB, le nom de notre service dans le conteneur. Et l'autre inconvénient, c'est que notre classe user manager, on peut lui passer une instance de conteneur qui est vide et il y aura une erreur dans notre constructeur puisque getDB ne retournera rien. Donc c'est pas cool. Et dans notre dernier exemple, on va simplement injecter une instance de PDO dans notre classe. Et du coup, maintenant, PDO il est instancié en dehors de notre classe. Donc ça, on peut laisser le reste de l'application s'en charger. Notre user manager, il s'en charge plus. Et comme on spécifie que PDO est nécessaire à l'instanciation de cette classe, on n'a plus le problème de l'exemple précédent où on pouvait passer un conteneur qui est vide et où notre user manager allait devoir se débrouiller avec quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Et donc ici, le constructeur, c'est le contrat qui définit les dépendances de notre classe. Et ça, c'est cool. Donc maintenant, je vais parler un petit peu de comment on définit les services dans Symfony 2. Déjà, qui a déjà défini des services dans son application Symfony 2 ? Du monde ? Bon, ça va. Donc, quand on définit des services, on va utiliser un fichier de configuration. Donc, dans notre cas ici, on va utiliser du XML. On pourrait utiliser du YAML, ça fonctionne aussi. Donc ici, bon, on a deux services. On a notre user manager. On lui injecte une instance du service DB. Et en dessous, on définit notre service DB.
Donc ce fichier de configuration, il faut bien le référencer quelque part dans Symfony pour qu'il en prenne connaissance. Le premier moyen, c'est de faire un import dans notre fichier de config global. Et la deuxième solution, qui était un petit peu la solution classique avant les best practices, c'est de définir une extension d'injection de dépendance qui est dans notre bundle. Et maintenant, on récupère notre instance de user manager et ces dépendances sont correctement instanciées et injectées dans notre classe. Donc, le container builder. Donc, si vous avez déjà fait une extension d'injection de dépendance dans un de vos bundles, vous avez sûrement écrit un code assez simple où vous instanciez un loader et vous demandiez au loader de charger un fichier, par exemple services XML ou services YAML. Et en fait, ici, le point important, c'est qu'au loader, on lui donne l'instance du container builder et on lui dit débrouille-toi, ce qu'il y a dans services XML, mets-le dans le container builder. Donc ce qu'il faut savoir et que je n'ai pas forcément compris au début dans la doc, c'est que le XML ou le YAML qu'on définit dans nos fichiers de configuration, ça se traduit directement sur des appels PHP sur notre instance de container builder. Et ce n'est pas de la magie ou autre, c'est du PHP relativement simple. Donc dans ce cas-là, on fait un appel cette définition sur notre container, on lui donne l'ID du service, donc DB. Ensuite, on doit instancier une définition où on donne le nom de notre classe et la liste des arguments. Et donc dans ce cas simple-là, c'est juste un ensemble de chaînes de caractères, donc c'est assez simple. Pour notre deuxième service, le user manager, lui, on va lui injecter une référence à un autre service. Donc l'équivalent en PHP, c'est toujours cette définition, toujours on passe l'ID du service, toujours on instancie une définition. Mais par contre, dans les arguments, au lieu de passer simplement une string, on va lui passer une new référence et le nom du service qu'on veut injecter. Et donc, jusqu'ici, tout ce qu'on voit ici et tout ce qu'on fait d'habitude dans des fichiers de configuration XML ou YAML, c'est très statique. Il n'y a pas de logique, c'est juste on ajoute des services et ça en reste là. Ce qu'il faut savoir, c'est que le container builder et les définitions, ils sont mutable. Donc, on peut récupérer des définitions, les modifier, ou on peut supprimer des définitions du conteneur. On peut faire tout un tas de choses, on peut tout changer. Donc du coup, ici, on peut voir qu'on peut récupérer une définition, on peut changer un de ses arguments. Donc par exemple, s'il y avait une référence vers un autre service, et bon, là, on peut le changer. Si vous aviez une valeur par défaut, par exemple, vous avez un manager, vous injectez par défaut le nombre de pages, le nombre d'éléments par page 20. Dans votre extension, vous pourriez, par exemple, remplacer cet argument par défaut et mettre une valeur qui est passée par la configuration du bundle. Voilà, vous pouvez ajouter des appels de méthode, des tags. Vous pouvez également mettre le service comme non public, ce qui empêchera tout accès via container get. Par contre, ce service pourra toujours être injecté via les fichiers de config. Et donc, si vous voulez en apprendre plus sur cette API, il y a tout un tas de classes que vous pouvez aller regarder et lire. Il y a également la documentation, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la documentation du service container, donc la première page que vous regardez quand vous voulez apprendre le service container, vous avez tout un tas d'exemples qui sont mis en XML et en YAML, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un troisième exemple, il y a un troisième tab à chaque fois, c'est en PHP. Et du coup, simplement, vous pouvez aller dans cette doc et voir ce que vous faites d'habitude en XML ou YAML, comment ça se traduit en PHP. Et donc du coup, dans le premier slide, celui-ci, ici, on instanciait un loader et on lui disait de se débrouiller avec le fichier XML. En fait, là, on pourrait ne pas utiliser de loader et tout faire en PHP. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le container builder qu'on modifie dans notre extension d'injection de dépendance, c'est quelque chose qui est utilisable standalone, tout seul. Donc, vous pouvez instancier un container builder, le configurer avec plusieurs définitions, plusieurs services, et après vous récupérez un service avec get,
et le service il est instancié, ses dépendances sont injectées et tout fonctionne. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le container builder, lorsque vous l'utilisez de cette façon, il va utiliser l'API réflexion de PHP pour instancier les services et injecter les dépendances. Et ça, c'est moins rapide que s'il y avait simplement des appels à new PDO. Et donc, du coup, dans Symfony, pour que ce soit rapide et pour qu'à chaque fois que notre application affiche une page ou exécute une commande, on va éviter de se trimballer tout ça. Donc, le principe, c'est que quand notre application est boot, on va regarder si on a notre container dumpé qui existe ou pas. S'il existe, on va juste le require et l'instancier. Et après, c'est fini, tout fonctionne en utilisant tous nos fichiers de configuration qu'on a définis avant. Dans le cas inverse, notre container dumpé n'existe pas, donc Symfony va instancier un container builder et va faire appel aux extensions et à tous les bundles pour le remplir de services. Ensuite, il va le dumper vers un fichier qui est en développement, app, cache dev, app dev, machin. Donc ça, en fait, c'est un fichier que vous pouvez ouvrir, c'est un fichier PHP simple, qui étant la classe de base de conteneur. Et en fait, ce qu'il contient, c'est donc il y a un méthode map. Donc par exemple, quand vous allez faire get form resolved type factory, lui, Symfony, le conteneur, il va se dire, est-ce que ce service, je l'ai déjà instancié ou pas? S'il a déjà instancié, il va vous le rendre, c'est assez simple. Sinon, il va regarder ce tableau, et il va voir qu'il y a une méthode qui est référencée, et il va appeler cette méthode, et c'est ça qui va instancier le service. Et donc ici, dans cette méthode, on voit qu'il y a simplement un new, une classe, et les dépendances, il va aussi les injecter dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous injectez des dépendances qui ne sont pas publiques, ou dans certains autres cas, Symfony il va pouvoir optimiser ses méthodes. Et dans ce cas-là, il a inline, il a mis ici directement et bypassé le get du form type factory. Et du coup, c'est censé être plus rapide parce qu'on évite un appel de méthode. Du coup, là, c'était la description du container builder et comment on peut décrire des services avec cette API PHP. Maintenant, dans Symfony, si on avait un seul fichier PHP et qu'on configurait tout en PHP dans un seul fichier pour tous les fichiers de Symfony, tous les services de Symfony et les vôtres, ce serait compliqué. Donc Symfony, il y a un processus de compilation pour faire tout ça. La première étape, c'est que Symfony il va collecter toutes les extensions d'injection de dépendance de tous vos bundles, mais de ces bundles compris. Donc il y a le framework bundle, security bundle, va y avoir vos app bundle, et ainsi de suite. Deuxième chose, Symfony, donc à ce stade-là, on a un container builder qui est vide. Symfony va laisser la chance à tous les bundles de le modifier à cette étape-là. Donc en général, c'est l'étape où les bundles rajoutent des compiler pass, que nous verrons après. Ensuite, à ce moment-là, Symfony va lire votre fichier de config principal, donc va transformer ça en tableau et va le stocker ça dans le container builder en attendant. Et du coup, la compilation, Symfony va lancer les compiler pass. Donc il y a un certain nombre de compiler pass. La première, en fait, elle est un peu particulière parce qu'elle va faire appel à toutes nos extensions d'injection de dépendance. Donc l'extension qu'on a vue tout à l'heure qui est dans notre bundle et qui charge les services du bundle. Et enfin, Symfony va lancer tout le reste des compiler pass qui font un certain nombre de choses comme rendre le graphe de configuration plus simple ou d'autres choses qu'on va voir après. Donc, au niveau des extensions d'injection de dépendance, la différence la particularité, c'est que le container builder qu'elle reçoive, il est vide. Et en fait, quand vous avez votre extension de bundle et que vous recevez le container builder et que vous chargez vos services dedans, ça c'est fait en isolation de tous les autres bundles. Donc en fait, à cette étape-là, vous ne pouvez pas toucher aux autres services, même si le container builder, on peut le changer. À cette étape-là, le container builder que vous recevez, il est différent. Et du coup, ça permet à tous les bundles de définir leurs services sans se déranger. Et également, à cette étape-là, on reçoit toutes les configurations
qui ont été passées dans notre app config YAML. Donc, par exemple, pour le framework, c'est comme ça que vous pouvez activer les formulaires, activer le serializer et ainsi de suite. Et d'un autre côté, on a les compiler pass qui agissent à la toute fin de la compilation, qui, elles, peuvent changer n'importe quoi. Donc là, on a un container builder, tous les services de Symfony sont dedans, tous les services de vos bundles sont dedans, et là, en fait, vous allez pouvoir regarder tous les services qui existent, les modifier, en ajouter, et même en retirer si vous voulez. Et donc, comme je l'ai dit, il y a certains compiler pass de Symfony qui vont optimiser ce container builder et la façon dont les choses sont configurées. Et le reste de ces compiler pass, et qui sont en général ceux définis par les bundles open source, en fait, vont permettre une interaction des services entre les bundles. Donc, étant donné que dans les extensions d'agression de dépendance, on reçoit un container builder qui est vide et qui ne contient pas les services des autres bundles, à ce moment-là, c'est le moment où on peut commencer à regarder les services des autres bundles et voir si on ne peut pas interagir, changer les choses, injecter d'une façon différente. Donc, si on a défini une compiler pass, pour l'ajouter dans le processus de compilation, dans notre bundle, on va surcharger, on va définir la méthode build, et sur notre container builder, on va appeler addCompilerPass. Un premier exemple de compiler pass qu'on pourrait faire, c'est par exemple, imaginons que dans mon bundle, j'ai défini un service qui s'appelle REST JMS Event Subscriber, qui lui s'intègre au JMS Serializer pour changer la façon dont les choses sont serialisées. Dans ce compiler pass, on pourrait vérifier si le JMS Serializer n'est pas là, et ben moi je peux retirer ce service, il ne sert à rien. Pareil. Étant donné qu'à ce moment-là, on peut tout faire et on a accès à tout, et ben on peut même faire un trou noir qui, lui, retire tous les services. Ça ne va pas vous aider, mais c'est possible. Donc, il y a pas mal de documentation sur la compilation. Passons à la partie un petit peu plus pratique. Donc là, on a vu qu'on va devoir interagir avec un container builder tout au long de la compilation. Et ensuite, on a vu toutes les étapes de la compilation et les différents endroits où modifier les services des autres, lire les services des autres, ou alors définir nos services à nous. Bon, un petit truc que j'ai appris récemment, qui est tout bête, mais quand vous avez des services, dans votre fichier de configuration, c'est en général défini, on a un premier service, on a un deuxième service, on a un troisième service. Et il n'y a jamais d'abrication, en fait. Et en fait, ce que vous pouvez simplement faire, donc ici on a notre user manager, et au lieu de définir séparément notre service pour PDO, on peut l'imbriquer dans notre argument de type service, où à la place on aurait juste mis un ID. Donc ça c'est pratique si en dehors de mon user manager, j'ai pas besoin de PDO, je vais jamais faire thisGetDB, et ben dans ce cas-là, ça simplifie le fichier de config. Et si vous avez la flemme de trouver des noms ou de faire des trucs comme ça, bah voilà. Donc, ça peut arriver que vous vouliez utiliser des fichiers de configuration pour configurer vos services. Donc, par exemple, ici, on a un fichier memes.json qui va contenir un tableau de choses, peu importe. Dans l'extension, on va pouvoir le lire et le décoder en tableau. Et en fait, ce tableau, on va pouvoir l'injecter directement dans un de nos services. Donc, c'est-à-dire que quand notre service il va être instancié, il recevra un tableau, et au lieu d'un tableau qui sera tout prêt avec les données à lire. C'est-à-dire que ça évite au service de lui passer un chemin, que le service, lui, une fois qu'il est instancié, lire le chemin, parser, et voilà. Donc du coup, ça a l'avantage de, entre guillemets, valider l'existence de ce fichier pendant la compilation du conteneur et pas au runtime. Et donc, si vous faites des trucs comme ça, surtout ne pas oublier le add resource, new file resource, le chemin, parce que si vous ne faites pas ça, lorsque vous changerez le fichier JSON, votre container ne sera pas recompilé. Donc, votre service, quand il sera instancié, il aura le tableau qui avait été lu la dernière fois que le conteneur a été compilé et pas le contenu qui est maintenant dans votre fichier. Donc,
Il est également possible pour les extensions d'injection de dépendance de préconfigurer d'autres bundles. Donc, par exemple, imaginez que vous développiez un REST bundle qui lui a besoin du serializer de Symfony. Par défaut, le serializer de Symfony n'est pas activé. Donc, par défaut, dans la configuration de Symfony, Framework Serializer, ça c'est désactivé. Et donc, du coup, plutôt que dans votre documentation recommander aux utilisateurs de installer votre bundle, l'ajouter dans l'app kernel et ensuite de devoir aller dans leur fichier de configuration et de changer le framework serializer à true, et bien en fait votre extension d'injection de dépendance va pouvoir le faire elle-même et le faire par défaut. Ensuite, donc les tags. Les tags, c'est ce pourquoi vous utiliserez principalement des compiler pass. Donc ici, on va imaginer qu'on a une application et qu'on a besoin d'envoyer des notifications à un certain nombre d'appareils. Donc par exemple, quand un utilisateur s'inscrit, on va vouloir lui envoyer un email, lui envoyer un push sur son iPhone, sur son Android et voilà, l'emmerder de toutes les façons possibles. Donc nous, on va définir un service qui va être un notification chain. Ce service aura des références à d'autres services qui, eux, géreront l'envoi. Donc, par exemple, mon notification chain, je vais lui envoyer le message Hello. Lui, il va s'arranger pour le distribuer à tous ses senders. Donc, s'il y a email, ce sera email, iPhone, et ainsi de suite. Et donc, du coup, si vous le faites et que vous avez un seul bundle, c'est assez facile puisque vous allez, dans vos services, vous allez définir votre chain et vous allez lui injecter l'email, iOS, Android et tous vos autres services. Ça marche bien. Par contre, si vous commencez à avoir plusieurs bundles, dans votre bundle, vous avez le chain. Si vous commencez à référencer les services des autres bundles, le problème, c'est que si ces autres bundles ne sont pas dans votre application, eh ben, votre définition elle deviendra incorrecte puisqu'elle référencera un service qui n'existe pas. Et donc, du coup, par exemple, ça permet de mieux découpler votre bundle et la définition des services. Un exemple de compiler pass, c'est par exemple quand vous ajoutez une extension Twig, vous ajoutez un tag et ça permet à Symfony, dans son code, de ne pas référencer votre service directement. Et donc, avec notre compiler pass, dans notre code, on va avoir ces définitions de services. Donc là, les deux, le chain et le email sender sont regroupés, mais ils pourraient très bien être dans deux bundles différents. Après l'exécution du compiler pass, c'est comme si on avait écrit le fichier du bas, la configuration du bas. Donc ensuite, on a vu que les extensions d'injection de dépendance recevaient les configurations qui sont passées dans le app-config-config-YAML. Donc, pour pouvoir les lire correctement et pas trop s'embêter, c'est mieux de définir des classes de configuration. Donc là, on a un exemple où on va avoir une configuration qui sera sous la clé API. Ensuite, on aura rate limit. Ça, on peut l'activer ou pas. Et on peut avoir d'autres valeurs. Ça, je vous invite à lire la documentation pour cette API. Une fois qu'on est dans notre extension d'injection de dépendance, ça s'utilise comme ça. On va juste instancier notre configuration, passer à process configuration, et là, on récupère un tableau et on a la configuration qui va être validée et qui va être mergée si on a plusieurs fichiers de configuration. Et là, ce qui devient intéressant, c'est qu'en fonction de la configuration que l'utilisateur nous a donnée, on va pouvoir faire des choses différentes dans la configuration de nos services. Donc, par exemple, si l'utilisateur n'a pas activé le rate limiting sur notre API, eh ben, on ne va pas charger notre rate limit.xml, où on aurait par exemple un request listener qui ferait certaines choses. Et donc, du coup, ici, on peut utiliser entre guillemets toute la puissance de l'API du container builder, c'est que on peut rajouter des services, on peut supprimer des services et on peut altérer des services. Donc, par exemple, ici, dans mes paramètres, si je recevais par exemple le nombre d'appels maximum par minute, je pourrais l'injecter dans l'un de mes services. Donc ensuite, si vous commencez à écrire pas mal d'extensions qui utilisent une configuration, au lieu de devoir explicitement instancier la configuration et demander
à votre extension de la traduire, vous pouvez simplement étendre configurable extension. Et en fait, dans le même dossier que vous avez votre API extension, si vous avez la classe configuration qui est définie, Symfony, lui, il fera le reste. Ensuite, il y a tout un tas de commandes assez intéressants. La première commande, c'est container debug. Donc ça va simplement lister tous les services que Symfony connaît. Et dans ce cas-là, tous les services publics, donc qui sont accessibles via le container get. Donc là, c'est intéressant parce que parfois vous faites des trucs avec plein de fichiers, vous essayez votre application et le service il n'existe pas. Donc là, vous pouvez vérifier qu'effectivement, quelle classe est utilisée et ce que Symfony voit. Vous pouvez également lister tous les paramètres connus du conteneur. Également lister tous les tags et tous les services liés à ce tag. Donc ça, pareil, si vous travaillez avec les compilers pass et que vous essayez de voir l'interaction entre vos bundles, vous pouvez voir si Symfony lit bien effectivement vos configurations. On peut également récupérer la définition d'un des services. Donc en l'occurrence, ici, le routeur, on peut voir qu'il a un tag monologue logger, que voilà, sa classe, et ainsi de suite. Et donc maintenant, l'un des autres avantages de définir une configuration sémantique pour votre bundle, c'est que Symfony, lui, il va pouvoir la lire et pouvoir l'exposer à l'utilisateur. Donc quand ici, je fais config dump twig, twig bundle, il définit une configuration, et Symfony, là, il va pouvoir lire toute cette configuration et nous exposer, en gros, cette documentation pour savoir comment l'utiliser. Donc, il y a certains bundles qui, pour se laisser configurer, proposent aux utilisateurs de changer des paramètres plutôt que d'utiliser une configuration sémantique. L'avantage de la configuration sémantique, c'est qu'elle va pouvoir être lisible de cette façon-là, elle va pouvoir être validable, et c'est plus dans l'esprit de ce que les bundles de Symfony font. Et j'ai fini. Donc je vous remercie et si vous avez des questions.